1 an après mon divorce, mon ex-femme Céline m'a envoyé un texto, il faut qu'on parle. D'un air suffisant et pressé, j'ai souri et répondu, pas possible. J'ai un rendez-vous avec ta sœur. Au lever du soleil, 2 gendarmes frappaient à ma porte d'entrée en m'appelant par mon nom. Je suis resté là, en chaussettes, la moustiquaire grinçant sur ses gonds fatigués, à fixer 2 uniformes sur mon porche comme s'ils étaient un mauvais rêve qui n'avait pas encore fini de se former. Rémi Marchand a demandé le plus grand des 2 gendarmes, tenant déjà un porte-bloc comme s'il connaissait la réponse. C'est moi, ai-je dit. Ma voix est sortie assurée, mais ma poitrine était serrée. Le genre de serrement que l'on ressent quand on est en haut d'une échelle et qu'on réalise soudain que le courant n'est pas coupé, finalement. Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. Derrière eux, le gravier de l'allée a crissé sous les pneus d'une autre voiture qui passait. J'ai surpris le léger mouvement des rideaux de Madame Fournier de l'autre côté de la rue. Dans une ville juste à l'extérieur d'Orléans, dans le Loiret, rien ne se propage plus vite qu'une histoire qui commence avec une voiture de gendarmerie. À cet instant, debout dans un vieux t-shirt du syndicat FO, le café refroidissant encore sur le comptoir derrière moi, j'ai réalisé que ma vie venait de basculer à nouveau. Et pas dans le bon sens. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter environ 12 heures en arrière. Mardi soir, 19h43. J'étais assis à ma table de cuisine, additionnant des reçus comme je le faisais toujours le mardi. Une vieille habitude de mes années d'électricien. Quand on travaille 30 ans au milieu de fils sous tension, on apprend à tout vérifier 2 fois. Les chiffres, les dates, les gens. La radio jouait à faible volume, une de ces stations de rock classique qui passent les mêmes chansons tous les soirs. Et bizarrement, c'est réconfortant quand on a 56 ans et qu'on est divorcé. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Rémi, il faut qu'on parle d'urgence. 8 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma mâchoire se crispe. Céline Marchand, mon ex-femme depuis 27 ans. Une femme capable de vendre un sous-sol à moitié inondé comme étant, chaleureux et plein de caractère, et de vous convaincre que c'était votre idée. Nous étions divorcés depuis exactement 1 an, une procédure finalisée un mercredi matin gris, là, au palais de justice du Loiret. Elle était repartie avec le véhicule utilitaire sport le plus récent, la moitié de ma pension et une expression sur le visage comme si elle venait de gagner quelque chose d'important. J'ai fixé l'écran. Je savais qu'il ne fallait pas répondre. Maître Guérin, mon avocate, me l'avait rabâché des mois durant. N'interagis pas. Ne nourris pas la bête. Mais la fierté est une chose étrange à cet âge. On pense l'avoir dépassée. Ce n'est pas le cas. J'ai tapé en réponse, une autre fois. J'ai un rendez-vous avec ta sœur. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir trop réfléchir. Était-ce mesquin? Oui. Est-ce que ça m'a fait du bien pendant environ 5 secondes? Aussi, oui. Parce que la vérité, c'est que j'étais sur le point de sortir. Marlène Dufour m'attendait dans une auberge juste à la sortie de la 10, celle avec la porte d'entrée qui grince et la boutique de souvenirs pleine de choses dont personne n'a vraiment besoin. Marlène était la sœur cadette de Céline de 3 ans. 49 ans, les cheveux bruns attachés, des yeux pragmatiques. C'est le genre de femme qui écoute plus qu'elle ne parle. Ce n'était pas un rendez-vous pour me venger. C'est important de le dire. Marlène m'avait contacté discrètement des mois plus tôt, après le divorce. Un simple message, tu ne méritais pas que ça se termine comme ça. Nous avons commencé par un café, puis un autre, puis un dîner. 2 personnes comparant leurs notes sur la même tempête. Quand je suis entré, l'odeur de café brûlé et de poulet frit m'a frappé, comme toujours. Marlène était déjà dans la banquette, les mains enroulées autour d'une tasse. Tu as l'air tendu, a-t-elle dit alors que je me glissais en face d'elle. Longue journée, ai-je répondu. La routine. Elle a souri légèrement. Céline? J'ai hoché la tête. Elle m'a aussi envoyé un texto, a dit Marlène. Quelque chose à propos de toi qui pétait les plombs. J'ai ricané. C'est drôle comme les choses deviennent urgentes quand elles n'ont plus le contrôle. Nous avons commandé du pain de viande et du thé glacé. Le cliquetis découvert. Le bourdonnement sourd des autres conversations. Des familles, des camionneurs, des retraités, tuant le temps. La vie normale,
le genre de normalité que j'essayais de reconstruire. Marlène a ri de quelque chose que j'ai dit, un vrai rire, et pendant un instant, j'ai complètement oublié Céline. Ce fut le dernier moment de paix que j'allais connaître pendant un certain temps. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, mon téléphone était allumé comme un sapin de Noël. Appel manqué, numéros inconnus, un message vocal que je n'ai pas écouté. J'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher. C'était ma deuxième erreur. Mercredi matin, 6h18. On a frappé fermement, sans agressivité. Avec assurance. J'ai tout de suite su que ce n'était pas un voisin. J'ai enfilé un jean, glissé mes pieds dans mes chaussettes et ouvert la porte. 2 gendarmes, uniforme brun, un plus âgé, un plus jeune. Le plus âgé sentait légèrement l'après-rasage et l'air froid. « Rémi Marchand » a-t-il dit. « Oui, monsieur. Nous sommes ici concernant une plainte déposée la nuit dernière. » Mon estomac s'est noué. Ils ne m'ont accusé de rien directement, ils n'en avaient pas besoin. Des mots comme « harcèlement » et « contact non désiré » flottaient dans l'air comme des grains de poussière. « Nous avons juste besoin de votre version des faits », a dit le plus jeune gendarme. J'ai hoché la tête, essayant de garder une voix égale. J'ai répondu à leurs questions sur les textos, sur ma relation avec mon ex-femme, sur Marlène. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Après quelques minutes, ils m'ont remercié et se sont tournés pour partir. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, le rideau de Madame Fournier a de nouveau tressailli. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de tourner la page. Il ne s'agissait pas de discuter. Il s'agissait d'un moyen de pression. Et quelque part entre mon texto impertinent et ce coup à la porte, Céline avait décidé de me rappeler qu'elle pouvait encore s'immiscer dans ma vie et la secouer violemment. Je suis resté sur le pas de la porte longtemps après le départ de la voiture, pensant à une seule chose en boucle, qu'est-ce qu'elle leur a dit exactement? Et pourquoi maintenant? Je ne me suis pas rendormi après le départ des gendarmes. Je suis resté debout devant l'évier de la cuisine, à regarder le givre accroché au bord de mon allée, écoutant le vieux réfrigérateur s'allumer et s'éteindre comme s'il réfléchissait trop à son travail. Mon café avait refroidi, mais je l'ai bu quand même. À mon âge, on apprend à ne rien gaspiller. À 8 heures, mon téléphone était de nouveau allumé. 3 nouveaux textos de Céline. Je ne les ai pas ouverts. Au lieu de ça, j'ai appelé Étienne Roy. Étienne et moi avions travaillé côte à côte pendant près de 20 ans à tirer des câbles dans des usines, des écoles, des hôpitaux, partout où l'on avait besoin d'électricité et où payer les tarifs syndicaux ne dérangeait pas. Il avait pris sa retraite 1 an avant moi et, bizarrement, il paraissait 10 ans de moins. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Rémi » a-t-il dit, « tu as une voix d'outre-tombe. Tu as 1 minute ? Pour toi, toujours. » Je lui ai parlé du coup à la porte, de la plainte, de Céline. Il y a eu une pause au bout du fil, le genre de pause où l'on pouvait presque entendre les rouages tourner. « Tu as un avocat » a demandé Étienne. J'en avais une pour le divorce. Je ne lui ai pas parlé depuis des mois. Il t'en faut une maintenant, a-t-il dit. Et pas un de ces clowns de panneaux publicitaires. Il te faut quelqu'un qui sait comment fonctionnent réellement les embrouilles de petite ville. Il m'a donné un nom. Delphine Guérin. Elle est brillante, a dit Étienne. Elle n'a pas froid aux yeux et elle ne laisse personne bluffer. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le bureau de Maître Guérin se trouvait entre un salon de manucure fermé et un pressing qui sentait toujours l'amidon et le vieux parfum. L'enseigne sur la porte était simple. Pas de slogan, pas de photos d'archives souriantes. À l'intérieur, c'était calme, un léger bourdonnement d'une photocopieuse à l'arrière, l'odeur de papier et de café brûlé. Maître Guérin elle-même avait la quarantaine bien entamée, les cheveux attachés, des lunettes de lecture perchées sur sa tête. Elle ne m'a pas pressé. Elle ne m'a pas offert de platitude. Elle a écouté. Je lui ai tout raconté, le texto, le rendez-vous, les gendarmes. J'ai glissé mon téléphone sur le bureau quand elle l'a demandé. Elle a lu le message de Céline 2 fois. Puis elle s'est penchée en arrière et a dit, « Il ne s'agit pas de vos sentiments. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ? » Ça, a-t-elle dit en tapotant l'écran, c'est une question de pression. Elle est en train de créer un dossier. Elle veut que vous réagissiez. Des textos en colère, des appels défensifs,
Tout ce qu'elle peut montrer en disant, vous voyez. Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Je détestais qu'elle ait raison. Elle a demandé à parler, ai-je dit. Elle a dit que c'était urgent. Maître Guérin a eu un petit rire, ni méchant, ni amusé. Ils disent toujours ça quand ils ont besoin qu'on signe quelque chose. Cela m'a coupé le souffle. Elle s'est penchée en avant. Rémi, est-ce que Céline vous a récemment demandé une faveur? Quelque chose en rapport avec de la paperasse? J'ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Une semaine plus tôt. Elle avait laissé un message vocal. Voix douce, presque amicale. Salut, j'ai juste besoin de régler un truc datant de l'époque où nous étions mariés. Ça devrait être rapide. Je ne l'avais pas rappelé. Je crois bien, ai-je dit lentement. Maître Guérin a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Voilà. Elle a énoncé les règles comme une liste de contrôle. Plus de contact direct. Tout passe par moi. Vous ne vous justifiez auprès de personne. Ni les voisins, ni Facebook, ni la famille. Vous documentez. Vous restez ennuyeux. L'ennui l'emporte. J'ai acquiescé, bien que tous mes instincts me poussaient à faire le contraire. Puis mon téléphone a sonné. Chloé, ma fille. J'ai hésité avant de répondre, mais Maître Guérin m'a fait signe de prendre l'appel. Papa, a dit Chloé, la voix tendue. Tu vas bien? Je vais bien, ai-je dit. Pourquoi? Tante Céline a publié un truc bizarre, disant qu'elle avait peur, qu'elle devait se protéger. Les gens commentent. Ma poitrine s'est serrée. C'était exactement ce que j'avais espéré éviter. Je m'en occupe, ai-je dit. Je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté assis à fixer le mur. Maître Guérin m'observait attentivement. C'est la partie qui fait mal, a-t-elle dit. Quand ça s'infiltre dans la vie de vos enfants. J'ai hoché la tête. Elle sait exactement où frapper. Maître Guérin a sorti un dossier de son tiroir de bureau. Voici ce que je pense qu'il se passe, a-t-elle dit. Votre ex a des ennuis. De vrais ennuis. Et elle a besoin que votre nom soit associé à quelque chose pour s'en sortir. Quel genre d'ennui? Financier, a dit Maître Guérin. Peut-être juridique. Je vais commencer à chercher des documents, mais la chronologie coïncide trop bien. Elle a marqué une pause. Donc cette discussion urgente n'a jamais été une question de tourner la page. C'était une question de consentement, a conclu Maître Guérin. J'ai pensé à Marlène, au regard fatigué dans ses yeux la veille. Sur le chemin du retour, elle a appelé. Elle a appelé tout le monde, a dit Marlène. Elle dit que tu es instable, que tu essaies de lui faire du mal. J'ai serré le volant. La fissure familière sur le tableau de bord a mal capté la lumière du soleil. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. Il y a eu une pause. Rémi, a-t-elle dit doucement, elle a peur. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Cela aurait dû me réconforter. Au lieu de ça, ça m'a donné la chair de poule. Ce soir-là, Maître Guérin m'a envoyé un courriel d'une seule phrase. Elle va passer à la vitesse supérieure. J'ai fixé l'écran, la radio murmurant en arrière-plan, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas encore pleinement accepté. Céline n'en avait pas fini avec moi. Elle ne faisait que commencer. Le jeudi matin, la rumeur avait pris de l'ampleur. Je l'ai senti avant de le voir. Quand on vit assez longtemps dans un endroit comme le nôtre, on développe un sens pour savoir quand l'air change. C'est dans la façon dont les gens s'arrêtent une demi-seconde de trop avant de parler. C'est dans la façon dont les sourires n'atteignent plus les yeux. Je me suis garé sur le stationnement de ma première inspection de la journée, une petite maison de plain-pied à l'extérieur de Fleury-les-Aubrais, et je suis resté assis dans mon camion un moment, les mains posées sur le volant. La radio était à faible volume, une émission débat quelconque débattant de choses qui ne me concernaient pas. Je l'ai éteinte. Mon téléphone a vibré. Une notification par courriel, inspection annulée. Aucune explication, juste annulée. J'ai froncé les sourcils et vérifié mon calendrier. C'était 450 € de perdu. Pas de l'argent de poche, de l'argent pour les courses, pour les factures,
pour la tranquillité d'esprit. J'ai fait défiler l'écran. C'était là. Un tout nouvel avis, une étoile. Non professionnel. M'a mis mal à l'aise. Ne recommande pas. Mon nom n'était pas diffamé ouvertement. C'était ça, l'astuce. Juste assez de boue pour que les gens se posent des questions. Ma poitrine s'est serrée, une douleur vive et brûlante. Je pouvais presque entendre la voix de Céline dans ma tête. Je n'ai jamais dit que c'était toi, Rémi. Je voulais riposter. Appeler le client. Donner ma version des faits. M'expliquer. Au lieu de ça, j'ai appelé Maître Guérin. N'y touchez pas, a-t-elle dit immédiatement. Faites une capture d'écran. Enregistrez l'horodatage. C'est tout. Ça me coûte du travail, ai-je lâché. Je sais, a-t-elle dit, toujours aussi calme. Et c'est exactement pour ça que vous ne devez pas réagir. C'est un appât. J'ai raccroché et je suis resté assis là plus longtemps que je n'aurais dû. Quand je suis finalement sorti du camion, j'ai remarqué autre chose. Le voisin d'en face, un homme plus âgé qu'il avait sa voiture, a levé les yeux, m'a vu et a détourné le regard. Celui-là a fait plus mal que la vie. À l'heure du déjeuner, j'avais perdu 2 autres rendez-vous. J'ai fini dans un petit restaurant où j'allais depuis mes années d'apprentissage. Même tabouret en vinyle craquelé, même odeur de pain grillé brûlé. La serveuse, Sophie, a versé mon café sans demander, puis a hésité. « Ça va, Rémi ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. Pourquoi? Elle a changé de pied. Les gens parlent, c'est tout. Voilà. J'ai forcé un sourire. Je vais bien. Elle a hoché la tête, mais ce n'était pas convaincant. J'ai fixé mon café, regardant la vapeur s'enrouler, et j'ai pensé à la vitesse à laquelle une réputation peut s'effriter. J'avais passé des décennies à construire la mienne, arriver à l'heure, réparer ce que j'avais dit que je réparerais, serrer des mains sincèrement. Et maintenant, elle me glissait entre les doigts parce que quelqu'un avait décidé de chuchoter au lieu de parler. Cet après-midi-là, Marlène a appelé. Sa voix semblait tendue. Elle dit aux gens que tu la harcèles. J'ai ri une fois, un rire sec et sans humour. Drôle, vu que c'est elle qui est en train de foutre ma vie en l'air. Il y a eu une pause. Puis Marlène a dit quelque chose qui m'a pris au dépourvu. Rémi, comment semble-t-elle savoir où tu es? Elle a mentionné le restaurant, l'inspection a fleuri les aubrais. J'ai senti une étincelle de doute s'allumer dans ma poitrine. Ce n'était pas juste. Je le savais, mais le doute se fiche de la justice. Marlène, ai-je dit prudemment, est-ce que tu lui parles? Silence. Trop long. Mon estomac s'est noué. Je ne voulais pas, a-t-elle commencé, puis s'est interrompue. Je te jure, Rémi, je ne lui donne aucune information. Elle a encore accès à d'anciennes discussions de groupe. Famille, amis. Elle pose des questions comme si elle était inquiète. J'ai fermé les yeux et expiré. La honte me brûlait les joues. Je suis désolé, ai-je dit. Je n'aurais pas dû demander comme ça. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Elle fait douter tout le monde. Ce soir-là, Maître Guérin m'a appelé elle-même. J'ai consulté votre rapport de crédit, a-t-elle dit. Rémi, il y a un compte ici que vous n'avez pas ouvert. Mon cœur a raté un battement. Quel genre de compte? Une ligne de crédit, a-t-elle dit. Récente, substantielle. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine, le stratifié froid sous mes doigts. Je n'ai rien signé, ai-je dit. Je sais, a répondu Maître Guérin. C'est pourquoi nous devons parler demain. J'ai raccroché et je suis resté là, dans la maison silencieuse, le bourdonnement du réfrigérateur soudainement fort. J'ai pensé à toutes les fois où Céline m'avait tendu des papiers tard le soir. Signe, chérie. Je m'en occupe. J'étais fatigué à l'époque. Je lui faisais confiance. Maintenant, je me demandais combien de fils elle avait pu laisser sous tension derrière les murs. Maître Guérin n'a pas perdu de temps à me ménager. Elle a étalé les papiers sur son bureau le lendemain matin comme un mécanicien disposant des pièces cassées. Rémi, a-t-elle dit en tapotant une page, cette ligne de crédit a été ouverte il y a 3 mois.
Elle est liée à une SARL dans laquelle votre ex-femme était impliquée, et elle est rattachée à votre nom. J'ai regardé les chiffres. Ils ne semblaient pas réels. Ils ressemblaient au problème de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que je voie ma propre signature au bas d'un document numérisé, ou quelque chose qui y ressemblait. Ce n'est pas mon écriture, ai-je dit. Je sais, a répondu Maître Guérin. Mais c'est assez proche pour soulever des questions. Assez proche pour rassurer les prêteurs. Assez proche pour vous faire peur. Mes mains se sont mises à trembler. C'étaient les mêmes mains qui dénudaient autrefois l'isolant sans entailler le cuivre. Les mêmes mains qui ne tremblaient jamais sur une échelle. Maintenant, elles semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Elle a utilisé une ancienne autorisation, a poursuivi Maître Guérin. Quelque chose datant de l'époque où vous étiez mariés, un document qui lui donnait un pouvoir limité pour agir en votre nom. Il aurait dû expirer, mais elle s'en est servie quand même. J'ai dégluti difficilement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle vous a traité comme un générateur de secours, a dit Maître Guérin. Quelque chose qu'elle pouvait allumer quand son alimentation principale tombait en panne. Les mots ont pesé lourd. Je suis rentré chez moi en silence, la radio éteinte, chaque kilomètre me donnant plus de temps pour réfléchir à mon aveuglement. Le garage sentait la poussière et l'huile de moteur. J'ai descendu des boîtes des étagères, de vieux dossiers fiscaux, des manuels d'appareils électroménagers, des classeurs que Céline avait étiquetés de son écriture soignée et inclinée. J'ai éternué lorsqu'un nuage de poussière s'est élevé. Mes yeux me brûlaient. Au fond d'une boîte, je l'ai trouvé. Un dossier mince avec l'entête de l'agence de courtage de Céline. À l'intérieur se trouvaient des copies de vieux titres de propriété, des relevés de prêt et un formulaire d'autorisation délavé que je me souvenais à peine avoir signé des années auparavant après un service de 16 heures. Juste au cas où, avait-elle dit à l'époque. Je me suis assis sur le sol en béton froid et j'ai ri doucement, le son creux à mes propres oreilles. Ce soir-là, Marlène est venue. Elle est restée sur le pas de la porte, hésitante, comme si elle ne voulait pas franchir une ligne invisible. Elle m'a rappelé, a dit Marlène. Elle m'a demandé de signer quelque chose. Elle a dit que ça arrangerait les choses. Mon estomac s'est retourné. L'as-tu fait, ai-je demandé. Non, a-t-elle dit fermement. Je lui ai dit non. Et alors, elle m'a dit que je choisissais un camp. J'ai hoché lentement la tête. Tu n'as pas choisi de camp. C'est elle qui l'a fait. Les épaules de Marlène se sont affaissées, le soulagement se lisant sur son visage. Je suis fatigué, Rémi. Moi aussi, ai-je dit. Le lendemain, Maître Guérin a exposé le plan. Pas d'embuscade, a-t-elle dit. Pas de menaces, pas de cris. Nous allons laisser la paperasse parler. Elle a tout expliqué étape par étape, assignation à comparaître, demande de documents, chronologie. Des dates et des signatures empilées comme des briques. Elle a un événement la semaine prochaine, a dit Maître Guérin. Un déjeuner de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle parle de l'éthique dans l'immobilier. J'ai ricané. On n'invente pas des choses pareilles. Maître Guérin a esquissé un mince sourire. C'est là que nous mettrons un terme à tout ça. J'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. En public? Proprement, a-t-elle corrigé. Légalement et avec des témoins. J'ai pensé à mes voisins, à ma fille, au regard que je recevais depuis une semaine. Faisons-le, ai-je dit. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit à regarder le plafond, écoutant la maison craquer. Chaque grincement ressemblait à une question. Je ne cherchais plus la vengeance. Je cherchais à récupérer mon nom. Le stationnement était déjà à moitié plein quand je suis arrivé. Une salle de bal d'hôtel près de l'autoroute, mur beige, grande porte vitrée, une bannière à l'entrée qui disait « Déjeuner de la Chambre de commerce et d'industrie, bâtir la confiance dans notre communauté ». Je suis resté dans mon camion plus longtemps que nécessaire. Les mains sur le volant, le moteur tournant au ralenti. La fissure familière sur le tableau de bord captait la lumière du soleil. La même fissure que j'avais regardée tous les jours pendant des années. J'ai pensé à faire demi-tour. J'ai pensé à quel point il serait apaisant de simplement rentrer chez moi et de laisser Maître Guérin s'en occuper sans moi. Mais ce n'est pas comme ça que ça devait se terminer. J'ai coupé le moteur. À l'intérieur,
l'endroit sentait le poulet trop cuit et le café insipide. Des tables rondes recouvertes de nappes blanches, des badges nominatifs, des rires polis qui s'arrêtaient un peu trop vite quand les gens me reconnaissaient. J'ai gardé la tête haute. Maître Guérin était déjà là, debout près du fond, un dossier en cuir sous le bras. Elle m'a fait un petit signe de tête. Calme, assuré. Vous êtes prêt? A-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit. Mais faisons-le quand même. Céline était de l'autre côté de la pièce. Elle était belle. Elle l'était toujours quand il y avait un public. Coiffure parfaite, sourire étudié, elle parcourait la salle comme si elle en était la propriétaire. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé une seconde. Puis il est revenu, plus acéré. Elle s'est détournée. Nous avons pris place près de l'allée. Je pouvais entendre des chuchotements se propager dans la pièce. C'est lui. J'ai entendu. Elle a l'air nerveuse aujourd'hui. Le président de la chambre de commerce est monté à la tribune et s'est raclé la gorge. Un microphone a légèrement crépité. Il a remercié les sponsors, fait des blagues qui ont été accueillies poliment. Puis il a présenté Céline, un exemple d'intégrité dans l'immobilier local, a-t-il dit. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Céline s'est approchée, confiante, les mains posées légèrement sur la tribune. Elle a commencé à parler de confiance, de transparence, de faire les choses correctement. Chaque mot était comme du sable dans ma bouche. Maître Guérin s'est penché vers moi. Attendez, a-t-elle chuchoté. Céline était au milieu d'une phrase quand Maître Guérin s'est levé. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas interrompu. Elle a attendu une pause. Puis elle a dit, d'une voix claire et professionnelle, « Excusez-moi, je suis l'avocate Delphine Guérin. J'ai des documents qui doivent être présentés formellement. » Le silence s'est fait dans la salle. Des papiers ont bruissé, des chaises ont grincé. Céline s'est figée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix tendue. Maître Guérin s'est avancé et a posé le dossier sur la tribune. Une page, puis une autre. Date, signature, chronologie. Ces documents montrent que le nom de Monsieur Rémy Marchand a été utilisé sans son consentement éclairé pour obtenir un financement lié à une SARL associée à Madame Marchand, a dit Maître Guérin d'une voix égale. Des murmures ont parcouru la salle. Le visage de Céline a perdu toute couleur. C'est du harcèlement, a-t-elle lâché. Il est obsédé. Marlène s'est levée. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas rassise. Elle m'a demandé de signer de faux documents aussi, a dit Marlène. J'ai refusé. Puis elle s'en est prise à nous deux. Le silence était lourd maintenant. L'un des courtiers près de l'avant s'est penché, examinant les documents. Puis un autre. Un homme que je reconnaissais, un gros investisseur à la voix forte, s'est levé brusquement. Si c'est exact, a-t-il dit, je me retire. Immédiatement. C'était ça. C'était le son du sol qui se dérobait sous ses pieds. Céline a ouvert la bouche et l'a refermée. Ses mains tremblaient sur la tribune. Pas de larmes cette fois, juste de la panique. Je me suis levé. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'en avais pas besoin. Je veux juste récupérer mon nom, ai-je dit. C'était suffisant. Dehors, l'air était vif et froid, le genre qui mord l'intérieur du nez et rend tout trop réel. Les gens sortaient de la salle de bal en petits groupes, prétendant avoir autre chose à faire. Personne ne voulait être pris trop près d'un incendie une fois qu'il réalisait qu'il était chaud. Maître Guérin marchait à côté de moi, ses talons claquant sur le trottoir, son dossier sous le bras comme s'il ne pesait rien. Marlène suivait à quelques pas, les bras croisés fermement sur sa poitrine. J'étais à mi-chemin de mon camion quand la voix de Céline a fendu l'air. Rémy ? Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je n'en avais pas envie. Je voulais continuer à marcher, à respirer, à garder mes mains stables sur les clés comme si plus rien ne pouvait m'atteindre. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Je me suis retourné. Céline est sortie rapidement, ses talons glissant légèrement sur le béton. Son visage était tendu, rouge de honte et de colère. Le masque poli de l'agent immobilier avait disparu. C'était la Céline dont je me souvenais des pires nuits de notre mariage. Les yeux brillants de fureur,
la bouche formant déjà la prochaine accusation. Comment oses-tu, a-t-elle sifflé. Tu es venu ici pour me détruire. Maître Guérin s'est avancé calmement. Madame Marchand, toute communication ultérieure avec Monsieur Marchand doit passer par mon bureau. Céline l'a ignoré. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire, m'a lancé Céline. Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu as toujours eu besoin d'être la victime. J'ai expiré lentement. Mon cœur battait encore la chamade, mais ce n'était plus de la panique. C'était quelque chose de plus stable, comme le courant qui revient après une tempête. Tu as fait ça toute seule, ai-je dit doucement. Les yeux de Céline se sont tournés vers Marlène. Et toi, a-t-elle craché, après tout ce que j'ai fait pour toi? La voix de Marlène était basse, presque triste. Tu n'as pas fait des choses pour moi, Céline. Tu as fait des choses pour pouvoir me les reprocher. Pendant une seconde, Céline a semblé sur le point de pleurer. Puis son visage s'est à nouveau durci. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit en me pointant du doigt. Tu crois que ton petit tour de passe-passe avec la paperasse arrange ça? Tu le regretteras. Maître Guérin n'a pas bronché. Menace notée, a-t-elle dit en sortant son téléphone. Voulez-vous répéter cela pour l'enregistrement? La bouche de Céline s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a reculé d'un demi-pas. Derrière elle, au loin, quelqu'un a ri maladroitement, trop fort, trop forcé. Céline s'est retournée et s'est dirigée d'un pas furieux vers le stationnement. Je suis resté là, à la regarder partir, mon souffle sortant en volutes blanches. Mes mains étaient froides, mais elles ne tremblaient plus. Marlène s'est approchée de moi. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai regardé mon camion un instant. Je ne sais pas encore ce que je suis. C'était la vérité. Je ne célébrais pas. Pas vraiment. Je n'étais pas du genre à sabrer le champagne ou à organiser une fête. J'étais un homme qui avait passé la majeure partie de sa vie à s'assurer que les lumières restaient allumées, même lorsque le bâtiment s'effondrait. Mais en montant dans mon vieux pick-up Renault, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Les semaines suivantes n'ont pas été faciles. Les gens aiment penser que les histoires de vengeance se terminent au moment où le méchant est démasqué, mais la vraie vie n'est pas un film. C'est de la paperasse, des appels téléphoniques et de l'attente. Maître Guérin a déposé des contestations, envoyé des lettres recommandées, passé des appels qui se terminaient par de longs silences à l'autre bout du fil. J'ai dû expliquer les choses plus de fois que je ne le voulais. Pas en ligne, pas publiquement, mais tranquillement au téléphone avec des prêteurs, avec des clients, avec quelques vieux amis qui méritaient la vérité. Certaines personnes m'ont cru tout de suite. D'autres non. Et ça a fait mal. Mais lentement, les choses ont changé. Un client qui avait annulé a rappelé. Des excuses maladroites. Je suppose que je n'aurais pas dû écouter Facebook. Un nouvel avis est apparu. Rémi est honnête. Il a repéré une fissure dans les fondations que le vendeur essayait de cacher. Il nous a fait économiser des milliers d'euros. Je l'ai lu 2 fois. Puis je me suis assis dans ma cuisine et j'ai laissé mes épaules retomber. Un après-midi, Chloé a rappelé. Papa, a-t-elle dit, les gens changent d'avis. Tante Céline est silencieuse. J'ai souri doucement. Bien. Il y a eu une pause. Je suis fier de toi, a dit Chloé. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. J'ai dégluti difficilement. J'en étais proche. Oui, a-t-elle dit. Mais tu ne l'as pas fait. Après cet appel, je suis resté assis en silence pendant un long moment, écoutant la maison craquer, réalisant à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Marlène et moi avons gardé les choses simples. Pas de grandes déclarations, pas de romances dramatiques, juste du café, des dîners, un soutien silencieux. Un soir de pluie, nous étions assis dans le même petit restaurant où j'avais déjeuné pendant le pire des rumeurs. La pluie tapait sur la fenêtre à un rythme régulier. L'odeur de bacon et de café frais emplissait l'air. Marlène a remué sa tasse lentement. Tu regrettes parfois de lui avoir envoyé ce texto, a-t-elle demandé, un demi-sourire aux lèvres. J'ai gloussé. Chaque fois que j'y pense. Mais, a-t-elle insisté. Mais, ai-je admis, c'était l'étincelle.
Ça lui a montré qu'elle ne pouvait plus me contrôler. Marlène a hoché la tête. Et ça m'a montré que je n'avais plus à avoir peur d'elle. Je l'ai regardée, vraiment regardée, la force fatiguée sur son visage, la façon dont elle s'était levée dans cette salle de bal même si elle tremblait. Tu as aidé, ai-je dit doucement. Elle a haussé les épaules, mais ses yeux se sont adoucis. J'ai dit la vérité, c'est tout. C'est tout. C'est drôle comme les choses deviennent simples quand on arrête de laisser quelqu'un les tordre. Voici ce que j'ai appris, et je vais le dire clairement. À notre âge, la vengeance ne consiste pas à gagner une dispute en criant. Il ne s'agit pas d'humilier quelqu'un pour le plaisir. Il s'agit de protéger ce qu'il vous reste, votre nom, votre paix, votre avenir. J'ai passé la majeure partie de ma vie à penser que si je travaillais dur et restais silencieux, les choses s'arrangeraient. Mais le silence n'est pas toujours une force. Parfois, le silence, c'est juste donner à quelqu'un l'espace pour mentir. La vérité, la vraie vérité, étayée par des dates, des signatures et des reçus, tient mieux la route que n'importe quelle histoire que quelqu'un raconte sur Facebook. Et s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est ceci, ne laissez personne d'autre écrire votre histoire. Ni à 30 ans, ni à 56 ans, ni jamais. Si quelqu'un a déjà traîné votre nom dans la boue, j'adorerais savoir comment vous avez géré la situation.